Yael Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. 27 personnes qui tentaient de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne sont mortes noyées hier au large de Calais. Leur embarcation a chaviré. Malgré les démantèlements des camps, les flux de migrants continuent encore et encore et se lancent dans ces traversées au péril de leur vie. Qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à ce cauchemar permanent ? Il est fait beaucoup pour essayer de venir en secours à ces personnes qui tentent à tout prix et désespérément de gagner l'Angleterre. L'action doit être multiple, c'est une action évidemment humanitaire pour être au plus près de leurs besoins sur place, essayer de les mettre à l'abri, essayer de les secourir bien sûr quand elles prennent la mer, essayer de les empêcher de prendre la mer puisque l'on sait qu'elles se mettent en danger et malheureusement le drame que nous venons de vivre illustre cette terrible réalité. Après, il faut agir au niveau européen, il faut agir avec nos amis anglais pour régler cette situation. C'est quoi la grosse difficulté ? C'est le contrôle des frontières extérieures de l'Europe ? C'est la coopération qui ne marche pas avec la Grande-Bretagne ? C'est les deux. C'est les deux parce que ces personnes viennent souvent de pays extérieurs à l'Europe, de Libye, d'Afrique, etc. Donc il y a le contrôle de ces frontières-là et de la Méditerranée. Et puis évidemment la coopération avec les Anglais puisque on a une réalité géographique qui s'impose à nous. Ces gens-là veulent passer en Angleterre et pour passer en Angleterre, on passe par Calais ou par Dunkerque. Donc il faut travailler avec les Anglais pour avoir une meilleure coopération et puis avoir une action très ferme, très résolue contre les passeurs. Et cette action résolue, elle a lieu en France et elle a aussi lieu en Angleterre. Donc cette coopération judiciaire, elle est essentielle. Nous avons de multiples actions judiciaires contre les passeurs, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Mais après, il faut, et tout le monde le sait, mais tout le monde le sait depuis des années, il faut que l'on se mette d'accord pour régler au niveau européen et maintenant avec les Britanniques cette problématique de façon globale. Vous le dites, on le sait depuis des années. Ouais. Pourquoi ça coince ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance une bonne fois pour toutes ? Mais je crois qu'il faut de façon très résolue remettre tout le monde autour de la table. Je sais que le ministre de l'Intérieur s'y emploie de façon très concrète et déterminée. Remettre tout le monde autour de la table, mettre tout le monde devant ses responsabilités. Et encore une fois, la France ne peut pas gérer seule cette situation parce qu'il y va simplement de l'humanité, mais de l'humanité de notre continent tout entier. Olivier Véran annonce aujourd'hui des mesures supplémentaires face à la remontée de l'épidémie de Covid. Alors, durée de validité raccourcie pour les tests de dépistage, rappel de vaccins généralisés et accélérés. L'objectif, c'est d'éviter de revenir aux jauges, aux fermetures, au couvre-feu, au confinement. C'est ce qu'a expliqué hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. D'autres pays sont pourtant en train de prendre des mesures de ce type. Je pense à l'Autriche, à la Slovaquie. Si on reste sur des dispositions light, entre guillemets, est-ce qu'on ne risque pas de le regretter dans quelques semaines, autour de Noël par exemple ? Alors pour moi, ce ne sont pas des dispositions light. On a un pass sanitaire qui s'applique dans de très nombreux lieux. On a des mesures barrières qui sont très strictes. Donc moi, je crois qu'on n'est pas dans du light. On est dans un état de vigilance, comme nous l'avions appelé dans notre dernière loi. Il faut passer dans un état de vigilance renforcé. Maintenant, vaccination qui doit continuer à s'accélérer avec cette fameuse 3e dose applicable, je l'espère, au plus grand nombre, le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'elle nous protège et qu'elle nous protège collectivement. Respect des gestes barrières, bien sûr. On a tous tendance à se relâcher. Vous, moi, il faut qu'on remette le paquet sur les gestes barrières, sur le masque, sur le lavage des mains, etc. pour justement réussir à maintenir la situation telle qu'elle est. Personne ne veut refermer les restaurants, personne ne veut du couvre-feu, personne ne veut se retrouver dans une situation de confinement. Donc là, je crois que la responsabilité, elle est vraiment collective. On a tous un effort à faire pour justement réussir à rester dans cette situation de vigilance, mais qui nous permettrait de ne pas avoir à adopter ce type de mesures extrêmes comme on voit que certains pays européens le font. Est-ce qu'il faut réserver le pass sanitaire aux personnes vaccinées ?
Écoutez, moi aujourd'hui, je n'y suis pas particulièrement favorable. Je trouve que la solution que nous avons adoptée au Parlement, qui était de considérer que plusieurs cas pouvaient permettre d'avoir un pass sanitaire, nous semblait une solution équilibrée et non discriminatoire, parce que il faut veiller à ça. Moi, en tant que présidente de commission des lois, c'est aussi ma mission de veiller à la constitutionnalité des dispositifs que nous mettons en place. Moi, je crois aujourd'hui que le pass sanitaire tel qu'il a été calibré est fait de la bonne façon. Maintenant, discriminer vaccinés et non vaccinés, ce serait sans doute anticonstitutionnel. En tout cas, il faudrait vraiment regarder cela. On est à la frontière, hein, on est vraiment à la marge. On a le Conseil constitutionnel nous guide sur ce chemin. Nous avons fait de très nombreuses auditions au Parlement pour justement bien respecter notre état de droit tout en protégeant nos concitoyens. Je crois que nous avons trouvé les bons équilibres. Maintenant, vous savez, il ne s'agit pas de modifier la loi sur tel ou tel aspect. Il faut vraiment maintenant la vigilance de tous. Le gouvernement va sans doute décider également de tester les élèves plutôt que de fermer les classes en primaire et en maternelle quand il y a un cas positif qui est détecté. C'est pas un peu contradictoire avec l'objectif de limiter la circulation du virus ? Alors encore une fois, il s'agit, tout est question d'équilibre. Nous sommes le pays au monde peut-être qui a le moins fermé ses écoles, parce que nous avons depuis le début du mandat, et chacun d'entre nous le comprend, une priorité sur la jeunesse, et nous savons à quel point le confinement, l'éloignement des classes est destructeur pour nos enfants. Moi je suis mère de famille, j'ai vu à quel point mes enfants ont souffert des premiers confinements, des classes à mi-temps. Donc aujourd'hui la priorité c'est qu'ils puissent continuer à s'instruire, que nos écoles puissent continuer à être ouvertes. Donc ne soyons pas encore une fois dogmatiques sur ce type de questions, protégeons-les au maximum, donc des tests, des évictions quand cela est nécessaire, mais gardons nos écoles ouvertes. C'est quand même difficile de demander aux Français de se montrer civiques quand on voit le Premier ministre au milieu d'une foule sans masque qui serre des mains et qu'on apprend ensuite qu'il a été testé positif à la Covid. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, on a tous faibli à un moment donné. Moi la première, c'est parfaitement humain, cette épidémie dure depuis maintenant très longtemps, de très nombreux mois, donc on en a tous marre. Mais c'est pour ça que là, il faut vraiment un sursaut de vigilance. Nous les premiers, bien sûr, parce que nous devons être exemplaires et montrer l'exemple, mais encore une fois, nous sommes tous des humains, c'est normal d'avoir des faiblesses, mais il faut absolument qu'on se reprenne tous collectivement parce que c'est dans notre intérêt à tous. La situation reste tendue en Guadeloupe et désormais en Martinique. Barrages, pillages, ciblage des forces de l'ordre. Est-ce que la ligne de fermeté du gouvernement est la bonne ? Elle est indispensable. Nous sommes face à des exactions, à des fauteurs de troubles, des barricades, des gens qui sont armés. Vous savez, moi j'ai été en Guadeloupe et en Martinique au nom de la commission des lois il y a de cela maintenant 2 mois et on nous disait déjà qu'il y avait des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. C'est inacceptable sur un territoire de la République. Donc de la fermeté, oui. Maintenant il faut du dialogue avec la population, il faut de la concertation. Sur quel point il y a notamment des demandes de dérogation aux règles nationales sur le pass sanitaire par exemple ou sur l'obligation vaccinale des soignants. Est-ce qu'on peut en discuter ou est-ce qu'il n'en est pas question ? Moi je crois qu'il faut bien comprendre que l'obligation vaccinale par exemple des soignants, elle n'est pas là pour les embêter, elle est là pour protéger les patients. En Guadeloupe, cet été, il y a eu près de 500 morts et j'ai revu les chiffres tout à l'heure, 91% n'étaient pas vaccinés. Donc on a une population qui est dans une situation de fragilité parce que les taux de vaccination ne sont pas suffisamment élevés, que l'on sait que le Covid peut s'attraper à l'hôpital, c'est devenu une maladie nosocomiale et donc il ne faut pas qu'une population qui est fragilisée par un faible taux de vaccination, par de très nombreuses comorbidités, prenne des risques en plus sur sa santé quand elle vient à l'hôpital. Donc l'obligation vaccinale, elle a cet objectif-là et il ne faut pas que sur un territoire de la République, quel qu'il soit, la population soit moins protégée et que sa santé soit dégradée. Donc l'obligation vaccinale, oui. Maintenant, il faut concerter, il faut discuter, il faut inciter, il faut que l'on convainque la population et les soignants que c'est la seule voie pour se sortir de cette épidémie, que c'est la vaccination.
Un tiers des magistrats français, un tiers vient de signer une tribune dans Le Monde. Ils écrivent « Nous sommes confrontés à un dilemme intenable, juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables ». Alors ils dénoncent par exemple les divorces expédiés en un quart d'heure, les mesures de suivi éducatif prises sans rencontrer les familles, les audiences à minuit où on décide de peine d'emprisonnement. Est-ce que 2 hausses successives de 8% du budget de la justice, aussi inédite, mais est-ce que c'est suffisant pour éviter de telles indignités ? Et vous savez, effectivement, et vous le rappelez à raison, hausse majeure et significative et jamais vue du budget de la justice, ça n'est pas suffisant. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'embaucher des magistrats, d'embaucher des greffiers, d'embaucher des assistants de justice, de les équiper en ordinateur, de développer le numérique. Donc ça, c'est indispensable. Maintenant, il y a d'autres voies d'action. C'est pour ça que je disais que ça n'était pas suffisant. Le garde des Sceaux, sur demande du président de la République, a ouvert les états généraux de la justice. Je fais partie du comité des garants auprès de Jean-Marc Sauvé. Il y a différents ateliers qui travaillent actuellement et un des grands axes sur lequel nous travaillons, c'est justement comment faire en sorte de faire baisser le flux des affaires, comment accélérer les jugements tout en ne dégradant pas la justice. Il y a des pistes. Désengorger les tribunaux d'affaires qui pourraient être traitées autrement? Alors il y a des pistes, c'est la déjudiciarisation, c'est l'accélération de la médiation, c'est aussi la forfaitisation de certaines amendes comme nous l'avons fait sur les stupéfiants notamment pour justement éviter qu'il y ait des procédures. C'est le développement aussi de la possibilité pour le procureur de pouvoir prononcer des peines lorsqu'il y a une reconnaissance de culpabilité et lorsque l'on est sur des premières infractions, donc de pouvoir prononcer des peines de substitution. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions à mener. Ça se fait sur du temps long. Il y a certaines actions qui peuvent être très rapides, mais voilà, ça se fait sur du temps long. Et surtout, moi je voudrais dire à nouveau mon soutien à ces magistrats parce que ce qu'ils décrivent aussi, c'est une grande souffrance, c'est la difficulté de juger et c'est une volonté de bien juger. Et ça, c'est tout à leur honneur. Il ne faut pas que justement ça se dégrade parce qu'à chaque fois, c'est la vie des gens qui est en jeu sur un divorce, sur une affaire de logement, sur une affaire pénale et la justice doit à chaque fois se montrer à la hauteur de ces enjeux humains. Un dernier mot, l'Allemagne va légaliser et contrôler la distribution de cannabis. C'est l'un des points du contrat de coalition qui a été dévoilé hier par le nouveau gouvernement. En France, alors l'exécutif est réticent à la dépénalisation, la majorité est beaucoup plus ouverte. Est-ce que le débat va être relancé ? Je pense que tout débat est important et il doit être mené. On voit bien si les pays européens ouvrent ces débats et vont même plus loin, nous ne pourrons pas y échapper. Il y a eu une grosse mission à l'Assemblée nationale qui a eu lieu sur la question. Qui était plutôt favorable. Était plutôt favorable. Moi, à titre personnel, je suis plutôt défavorable à la légalisation du cannabis, mais que le débat ait lieu et que nous puissions en discuter. Qu'il ait lieu quand ? Il a eu lieu au Parlement, il faut mettre sur la table pour 2022 ? Il faut, pourquoi pas lors d'une campagne présidentielle, mais encore une fois, moi je crois aujourd'hui, lorsque l'on voit les ravages de la drogue dans nos quartiers et la délinquance que cela occasionne, je ne suis pas convaincue que la légalisation soit la bonne voie. Merci beaucoup Yael Braun-Pivet. Merci à vous.